Bien, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette session à Tempo, Lina 5.0. Je m'appelle Nick Crisp de l'équipe marketing et je suis à côté de Sylvie Margot, Product Manager pour Lina. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Alors la session est prévue pour 30 minutes et Sylvie va faire une présentation des nouveautés Lina 5.0 pendant 20-25 minutes. Et il y aura le temps de quelques questions à la fin. Pour la plupart d'entre vous, vous connaissez certainement déjà Lina. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en utilisant le chat. Très bien. Donc, sans plus tarder, je passe la main à Sylvie. Ok, merci Nick. Je vais donc vous parler des nouvelles fonctionnalités de l'INA 5.0. En fait, le gros des modifications concerne la console d'administration. Donc, c'est plus particulièrement la partie serveur. On n'a quasiment fait aucune modification sur la partie agent. On a des projets aussi pour ça, pour une version future, mais pour aujourd'hui, donc je vais vous parler principalement de la console d'administration. Donc, bien sûr, vous aurez remarqué que la nouvelle interface et la nouvelle identité pour l'INA, mais également pour Atempo. Donc, cette année, un nouveau logo. Tous nos produits ont de nouveaux logos. Ensuite, pour ce qui concerne l'INA 5.0, notre plus gros projet, c'était la délégation des droits d'administration, qui était couplée avec le multi-entité, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs entités sur un même serveur l'INA. Je vous mentionnerai ensuite deux mots donc, à propos de notre assistant de sauvegarde, qui est nouveau en 5.0, quelques autres fonctionnalités. Et enfin, j'ai aussi quelques informations concernant la mise à jour, donc pour les gens qui sont déjà utilisateurs de l'INA et qui avaient une version précédente installée. Donc, à l'été de l'année dernière, donc on s'est mis à faire un travail de fond pour rendre notre interface plus ergonomique et aussi pour s'affranchir donc de la technologie Flash qu'on utilisait jusqu'à présent, puisque désormais l'interface est basée sur une technologie HTML5. On a donc introduit un tableau de bord, un dashboard, donc qui est ce que vous voyez en premier quand vous arrivez dans l'application et qui permet donc d'avoir des informations très rapides sur l'état de la protection des agents, ceux qui sont protégés, non protégés, s'il y a des alertes. Vous pouvez aussi avoir des informations sur le taux de déduplication du serveur, l'activité en cours, les prévisions de remplissage du disque, etc., etc. Sachant que toutes ces briques sont personnalisables. Si vous souhaitez les voir, elles s'affichent. Si vous ne souhaitez pas les voir, vous pouvez les masquer. Donc voilà un petit peu un aperçu de ce à quoi ressemblent maintenant les listes dans l'INA. Là, en l'occurrence, il s'agit de la liste des agents. Et donc, une des nouveautés, donc vous retrouvez à droite, en haut, un petit bouton qui vous permet d'exporter le contenu de cette liste, en fait. Vous avez le choix d'exporter donc en format HTML, CSV, XML, PDF, ou bien même de faire une copie dans le clipboard, en fait, pour faire un copier-coller dans un autre document. Autre nouveauté, c'est la possibilité de rechercher dans cette liste par colonne, en fait. Quand vous cliquez sur le bouton filtre, là, qui est en haut à droite, ça fait apparaître un champ de recherche dans chaque colonne. C'est-à-dire que vous pouvez faire une recherche ou un tri multicritère, ce qui permet vraiment de raffiner votre recherche au plus précis. Alors, pour la délégation des droits d'administration, donc si vous vous souvenez, dans les versions précédentes, en fait, on pouvait être soit administrateur, soit un utilisateur sans droit particulier, ce qui n'était pas très flexible en fait. Donc, on a décidé de pouvoir donner à des utilisateurs particuliers des droits spécifiques sur certains groupes d'agents. Par exemple, vous pouvez vouloir au niveau de l'entreprise concentrer tout ce qui est la création des stratégies, des politiques de sauvegarde, mais donner la possibilité à des gens qui sont plus près des départements, par exemple, d'administrer la solution au jour le jour, à savoir rajouter des agents, leur attribuer des stratégies parmi un choix de stratégies préexistantes, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le droit de créer des stratégies, mais uniquement d'utiliser celles que vous leur aurez préparées. Donc, pour ce faire, on a dû créer des nouveaux objets d'administration. Nous avons désormais un profil qui est là où on va définir spécifiquement quel droit pour quel objet. Il y a des droits qui concernent le serveur, des droits qui concernent les agents, des droits qui concernent tout ce qui est stratégie, politique de sauvegarde, catégorie de fichiers, etc., etc. Ensuite, on a dû créer donc des groupes d'utilisateurs
puisque les droits vont s'appliquer non pas à des utilisateurs en direct, mais à des groupes d'utilisateurs. Ensuite, on a créé des groupes d'agents. Donc, ces groupes d'agents, ce sont des agents que l'on groupe en fonction de qui va les administrer. Et puis, on a donc un profil un petit peu particulier qui est le super admin, qui lui possède tous les droits possibles et imaginables, qu'on ne peut pas modifier ni supprimer, et qui est accessoirement aussi le seul utilisateur qui a le droit de gérer les entités. Alors là, je voulais vous montrer donc les relations entre les différents objets. Donc, on voit bien que le premier niveau, donc c'est le profil, là où on définit les droits. Ces profils ensuite sont appliqués à des groupes d'utilisateurs. Et ces groupes d'utilisateurs, on décide à quel groupe d'agents ils vont avoir le droit sur quel groupe d'agents ils auront le droit d'exercer leurs droits. Donc, on voit là par exemple que le groupe opérateur marketing aura les mêmes droits en fait en réalité que le groupe opérateur compta, mais ils n'appliqueront pas leurs droits sur le même groupe d'agents. Et puis, on peut avoir aussi des groupes qui exercent leurs droits sur plusieurs groupes d'agents, comme c'est le cas pour les administrateurs, là, qui sont à la fois sur les 3 groupes d'agents, service marketing, service compta et VIP. Donc maintenant, pour la mise en œuvre donc, de la délégation des droits d'administration, donc la première chose à faire, ce sera de vous connecter sur la nouvelle interface. Donc j'en profite pour vous montrer le nouvel écran de connexion qui contient maintenant 3 champs en réalité. Le premier champ, c'est le champ entité. Si jamais vous avez créé des entités, vous pourrez spécifier sur laquelle vous voulez vous connecter. Si on ne spécifie rien, on est connecté sur l'entité par défaut. Ensuite, vous entrerez votre nom d'utilisateur, par exemple superadmin, et finalement le mot de passe. En ce qui concerne le superadmin, donc s'il s'agit d'une nouvelle installation, son mot de passe par défaut sera superadmin, donc que je vous recommande de changer bien sûr très rapidement. Si c'est une montée de version, le superadmin va hériter du mot de passe que vous aviez défini préalablement pour l'admin. Pareil, si vous voulez le changer, donc une fois que vous êtes connecté, il y a un menu spécifique qui s'appelle Gestion des utilisateurs avancés, et c'est là que vous pourrez modifier le mot de passe du superadmin, parce que le superadmin en fait ne va pas apparaître dans la liste des utilisateurs comme tous les autres que vous aurez créés après. Ensuite, vous allez créer donc un profil utilisateur. Il y a plusieurs onglets, donc un onglet utilisateur, un onglet serveur, un onglet Lina, et c'est là que vous définissez, vous cochez tous les droits que vous souhaitez attribuer donc un profil particulier. Donc si c'est un profil de type opérateur, vous allez vraisemblablement donner tous les droits de voir par exemple les objets dans Lina, mais vous ne donnerez pas les droits de créer, modifier ou supprimer. Après, vous êtes totalement libre évidemment de donner tous les droits que vous souhaitez. Une fois que vous aurez créé vos profils, vous allez créer donc des groupes d'utilisateurs, et quand vous créez le groupe d'utilisateurs, vous pouvez directement l'associer à un profil, ce qui permet de dire ce groupe d'utilisateurs, il va avoir tel et tel droit. Ensuite, on rajoute des utilisateurs, bien évidemment, dans ces groupes d'utilisateurs. Alors, pour ce qui est des utilisateurs, comme auparavant, vous pouvez importer des utilisateurs à partir d'un LDAP de l'entreprise, s'il y en a un dans votre entreprise, ou bien vous pouvez créer aussi des utilisateurs locaux. Ensuite, il va vous falloir créer des groupes d'agents. Et donc, les groupes d'agents le groupe d'agents indique simplement que tous les agents de ce même groupe vont être administrés par les mêmes personnes. À l'intérieur de ce même groupe, vous pouvez quand même avoir des agents qui ont des stratégies différentes les uns des autres. Le fait d'appartenir à un groupe, en l'occurrence, c'est vraiment d'un point de vue administratif. Ça n'implique pas qu'ils doivent avoir tous les mêmes paramètres. Ensuite, il va falloir bien sûr assigner des agents à ces groupes d'agents. Donc, dans le cas d'une montée de version, donc, tous les agents que vous aviez auparavant vont être automatiquement regroupés dans un groupe qui s'appelle agents non classés. À partir du moment où vous allez vouloir créer des groupes, vous pourrez simplement, dans la vue des agents, les créer par drag and drop, en fait, les mettre dans le groupe que vous souhaitez. Après, pour ce qui concerne les nouveaux agents qui seront créés une fois que vos groupes existent déjà, vous aurez la possibilité de définir ce qu'on appelle une auto-affectation. C'est-à-dire que, en fonction de certains critères tels que le nom des agents, leur adresse IP, ou voire même l'OS des agents, vous pouvez dire je veux que tous ces nouveaux agents, lors de la création, aillent directement dans telle entité et tel groupe. Ça vous permet donc de ne pas avoir à manuellement assigner chaque nouvel agent à tel ou tel groupe. Donc voilà, une fois que vous aurez créé vos groupes, là sur cette capture-là, on voit bien à gauche qu'il y a tous les groupes qui ont été créés, le nombre d'agents dans chaque groupe, et là en l'occurrence, on est sur le groupe agents non classés.
Donc, tous les boutons en haut donc, vous permettent de créer un nouvel agent, créer un groupe, modifier un groupe existant ou bien supprimer un groupe. Alors maintenant, pour les multi-entités. Donc, chaque entité, en fait, va être indépendante des autres par rapport au groupe dont on vient de parler et aura ses propres agents, ses propres utilisateurs, ses propres stratégies et ses propres politiques de protection. Au niveau du serveur, par contre, le repository sera partagé entre toutes les entités, en fait. Ce qui permet, en fait, d'avoir une déduplication encore meilleure que si chaque entité était vraiment séparée par rapport au repository. Donc, comme j'ai parlé pas mal de groupes tout à l'heure et maintenant des entités, je vous ai préparé donc un petit tableau qui récapitule les différences, en fait, entre ces deux concepts. Donc, pour ce qui est des cas d'usage, le groupe a plutôt été pensé pour les entreprises donc, qui veulent créer des groupes séparés par service, par exemple, ou par direction, parce qu'il y a une administration centralisée pour tout ce qui est définition de la manière dont vont s'opérer les sauvegardes, quel quota utiliser, mais au jour le jour, les tâches quotidiennes vont être sous la responsabilité de correspondants informatiques, par exemple, qui, eux, n'auront pas besoin d'avoir tous les droits de création. Par contre, pour les entités, ça a été plus pensé pour les entreprises qui fournissent un service de software as a service, qui, elles, veulent avoir vraiment des entités étanches pour chacun de leurs clients. Entre les groupes, donc, on peut partager les objets tels que les stratégies, les politiques de protection, voire même les profils d'utilisateurs. Par contre, il n'y a pas de partage possible entre les entités. Les objets en commun entre les entités seront les objets qui sont créés par défaut, mais tout ce qui sera personnalisé dans une entité n'appartiendra qu'à cette entité. Et puis également, par rapport à l'affichage dans la console et au niveau du dashboard, par exemple, on ne va visualiser qu'une entité à la fois. Donc le superadmin choisit dans quelle entité il se place et les infos qu'il aura concerneront telle ou telle entité. Alors que pour les groupes, évidemment, on peut visualiser toutes les informations sur un groupe au niveau du dashboard. Donc la mise en œuvre pour les multi-entités, donc il y a un menu pareil au niveau du serveur qui permet de créer des entités, qui permet effectivement de décider si telle ou telle entité sera l'entité par défaut, c'est-à-dire celle dans laquelle on se trouve si on n'en précise aucune. Et puis également, on a rajouté la possibilité de faire des connexions automatiques pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'en donnant le nom d'une machine ou l'adresse IP avec laquelle l'utilisateur va se connecter, on peut dire telle adresse va arriver directement dans telle entité. Ça permet notamment de ne pas avoir à expliquer aux utilisateurs dans quelle entité se positionner. Ils iront directement dans l'entité qu'on aura choisie pour eux. Alors, parmi les nouveautés aussi, donc, on a rajouté dans l'INA 5.0 un assistant de sauvegarde qui va donc vous faciliter les tâches de configuration, que ce soit au niveau des dossiers à protéger, de définir quelles sont les inclusions et les exclusions de sauvegarde, et également pour définir les catégories de fichiers que vous souhaitez ou non sauvegarder. Donc, dans l'écran d'accueil, vous aurez la liste de tous les agents pour lesquels il n'y a eu aucune configuration de fait. Donc, vous choisirez ceux que vous voulez configurer en une seule fois. Et puis donc là, vous êtes guidé par l'assistant qui vous demande quel dossier, quel fichier exclure, etc., etc. Alors, parmi les autres nouveautés donc, que je voulais vous mentionner, on a fait des améliorations au niveau de la restauration web. Alors, tout d'abord, maintenant, à partir de l'INA 5.0, vous pouvez accéder à l'interface de restauration web directement depuis l'INA. C'est-à-dire qu'il y a un menu maintenant qui vous permet d'ouvrir une fenêtre où vous êtes directement placé dans la restauration web, là où auparavant, il fallait taper l'URL dans votre browser. Pour le reste, on a gardé les mêmes fonctionnalités, mais on a rajouté la possibilité, en fait, au lieu de télécharger directement les fichiers en locaux, après avoir choisi les fichiers à restaurer, vous pouvez créer une URL qui va avoir une durée de validité que vous définirez, qui est de 3 heures maximum. Et vous pouvez donc envoyer cette URL à une personne qui est en dehors de l'entreprise ou à n'importe quelle autre personne de votre choix. Et cette personne, en activant l'URL, pourra en fait télécharger en local les fichiers que vous aurez choisis pour la restauration. Donc voilà, ça permet de différer la restauration et de la faire, de donner à quelqu'un le droit de faire ses restaurations, même s'il n'a pas fait la sélection de restauration par lui-même. On a rajouté une petite possibilité de sécuriser cette URL
dans le sens où certains caractères de l'URL sont donc masqués et vous pouvez envoyer par ailleurs les caractères à remplacer dans l'URL. Voilà, ça vous permet de sécuriser un petit peu plus votre restauration. Donc, en ce qui concerne les plateformes supportées, les nouveautés avec Lina 5.0, donc c'est le serveur 2019 pour Windows. Et puis côté agent, donc on a changé un petit peu la manière dont on gère les NAS Synology. Donc à partir de maintenant, donc toutes les Synology qui sont équipées d'un processeur Intel, d'un processeur Armada 38X ou bien d'un processeurs Armada XP sont supportés par Live Navigator. Plus évidemment les modèles que l'on supportait auparavant, qui sont ceux listés de DS111, 10.10 et 15.13. Alors par rapport aux agents, je voulais vous dire aussi que pour les agents Windows 32 bits, en fait, on n'a pas d'agent 5.0 aujourd'hui pour ces agents-là. Si vous avez donc des machines Windows 32 bits à sauvegarder, il faudra que vous installiez dessus un agent 4.0 ou bien que vous gardiez votre agent 4.0 si vous en aviez déjà un d'installé. Je voulais vous dire également donc qu'on supporte désormais la sauvegarde et restauration des serveurs Microsoft SQL Server en mode BMR. Donc c'est une des premières applications Microsoft qu'on a décidé de supporter. On espère donc pouvoir supporter les autres applications Microsoft donc par le biais des snapshots VSS. En ce qui concerne la mise à jour, donc là, juste un petit rappel, pour télécharger la version, pour tous nos clients, donc on a une adresse unique qui est notre portail support, donc qui est support.interpo.com. Si jamais vous avez des soucis quelconques par rapport à vos identifiants de connexion, donc je vous engage à envoyer un mail donc, à l'adresse support@interpo.com, ou bien de vous rapprocher de votre représentant commercial. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à la mise à jour, donc juste pour rappel, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, donc le nouvel utilisateur SuperAdmin, qui a tous les droits possibles dans l'application, y compris le droit de gérer les entités, et qui donc hérite du mot de passe de l'utilisateur admin en cas de montée de version, et qui sera donc, le mot de passe sera SuperAdmin pour toutes les nouvelles installs. On a fait des modifications au niveau des numéros de port, en fait, pour simplifier en fait la gestion des communications dans l'INA. On a décidé de créer un port unique en fait, à la fois pour l'administration et pour les backups et puis les restaurations. Donc ce port unique, il est par défaut 81-81. Quand vous faites une montée de version, donc les ports 80, 90 et 94-43 sont automatiquement modifiés en 81-81. Donc si jamais vous avez un pare-feu avec ces ports qui n'existaient pas auparavant, il faudra les paramétrer dans votre pare-feu. Si vous gardez des agents 4.0 ou 3.4, qui sont eux donc avec les ports 90, 80 et 94-43, on continuera à les supporter, c'est-à-dire que ces agents-là pourront continuer à utiliser les anciens ports. Si jamais vous avez mis au point une configuration de proxy inversée, il faudra donc créer une nouvelle config pour les agents 5.0, mais il vous faudra également garder votre config 4.0 si jamais vous avez à la fois en parallèle donc des agents 4.0 et des agents 5.0. On a désormais un nouvel algorithme de compression, donc qui est Brotli, qui devient notre algorithme par défaut. C'est un algorithme qui a de très bonnes performances. Par contre, pareil, pour les agents existants pour lesquels vous aviez choisi un autre algorithme, eh bien, on continuera à utiliser l'algorithme que vous avez choisi avant la mise à jour. Par contre, bien évidemment, vous avez toute liberté de modifier cet algorithme pour utiliser Brotli pour tous vos agents. Voilà, j'en ai fini pour la présentation donc, succincte des nouvelles fonctionnalités 5.0. Si vous avez quelques questions. Merci Sylvie pour cette présentation claire et complète. On a quelques petites questions. D'abord, juste sur la partie agent, tu as dit effectivement que l'interface changeait pour la partie serveur. Après, pour l'agent, j'imagine que c'est dans une sortie ultérieure. Alors oui, absolument. On a donc un projet prévu pour notre prochaine version de l'automne, où on aura donc une interface pour l'agent qui sera semblable à celle de l'administration. Donc les mêmes codes graphiques, les mêmes couleurs, le même logo. Oui, j'ai oublié de mentionner aussi que par rapport à la nouvelle identité, qu'on avait changé en fait légèrement le nom du produit.
Là où on l'appelait Live Navigator, on a choisi désormais de l'appeler Lina, un petit peu dans la même idée que Tina pour Time Navigator, et puis pour être plus homogène avec les noms de nos autres produits tels que Ada et Myria. Donc maintenant, c'est Lina. En effet. Une question plus technique sur la partie des duplications. Là, tu parlais des entités et la dédupe au niveau du serveur. Comment ça se passe entre entités? Est-ce que c'est une duplication transversale ou c'est cloisonné par entité? Alors, la déduplication, elle sera au niveau du serveur. Donc, toutes les entités sont sur le même repository. Donc, la dédupe s'applique non pas à l'intérieur d'une entité, mais cross-entité, en fait, ce qui permet donc de bénéficier de la dédupe. Si elle est d'un côté, bon, le bloc, il n'existera qu'une seule fois pour toutes les entités. Il sera après référencé pour dire il est présent aussi dans cette entité-là, dans cette entité-là. Parfait. Bon, je tiens à remercier Sylvie pour la presse. Merci Sylvie. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et puis merci à tous d'avoir pris le temps de vous connecter à cette session. Il y a d'autres sessions à tempo, bien sûr, sur nos autres solutions, Tina, Myria et Backstone notamment. N'hésitez pas à regarder sur notre page d'accueil, il y a une section webinaire où vous pouvez regarder les webinaires qui sont prévus. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.